Bonjour à tous, bienvenue à Radio Occitanie dans le cadre de Nations Apprenantes. Bon confinement à tous, j'espère que vous êtes sages et puis profitez bien de votre déconfinement si vous écoutez ce cours après. Aujourd'hui on continue dans cette vulgarisation de certains mythes au travers de l'étude folkloriste et anthropologique. Donc aujourd'hui, le lycanthrope, on a fait la femme ailée, la strige la dernière fois. Là, aujourd'hui, son pendant masculin, le lycanthrope. Donc voilà, encore un article que j'avais écrit pour l'excellent magazine Twice, que je salue. Donc, nous avons parlé de la strige, de la figure mythologique féminine universelle précédemment. Son pendant masculin est donc le lycanthrope, attesté depuis l'Antiquité pour le continent européen, mais qu'on retrouve aussi bien chez les Amérindiens que chez les Mongols, y compris les Vikings, en Asie, etc. Ce que nous appelons le loup-garou chez nous, c'est vraiment un mythe universel qui se balade sous des noms divers. Dans l'inconscient collectif, il incarne plus qu'aucun autre cette figure récurrente de la peur, de l'instinct, de l'état sauvage qui prend le dessus sur la conscience humaine. Un mythe donc, quoique. Allez, on y va, c'est parti. Grand 1, rendons à César ce qui appartient aux Grecs. En l'occurrence, à Hérodote. Alors allons-y, la première mention du phénomène lycanthrope connu, textuel, date d'Hérodote. 484 avant Jésus-Christ, 425 après Jésus-Christ, avant Jésus-Christ, pardon, pour ses dates de vie, qui parle du peuple de Neurie ou Néorie, installé dans ce qui est en gros la République tchèque aujourd'hui. Ces gens lui affirmèrent être capables de se changer en loup par magie, mais le géographe grec dit lui-même dans son récit, je cite, ouvrez les guillemets, qu'ils ne me feront pas croire à de telles sornettes. Mais enfin, c'est la première trace qu'on a connue de ce mythe lycanthrope, donc au 5e siècle avant Jésus-Christ. La première, entre guillemets, étude scientifique avec observation du phénomène n'est pas due aux Grecs, comme le nom générique de lycanthrope basé sur cette racine grecque lycan pourrait le laisser croire, mais aux Romains, plus précisément à Pline l'Ancien, donc 23 après Jésus-Christ, 79 après Jésus-Christ, pour ses dates de vie, qui décrit les versipellis, les versipellis, ce qui en latin signifie ceux qui retournent leur peau, lors d'un combat avec les phalanges romaines. Alors soyons précis, Pline voit un détachement de guerriers de la tribu des Gaulois Guesnes, dans le Massif central, Cocorico, guerriers hirsutes qui, lorsqu'ils partent au combat, revêtent traditionnellement des peaux de loup ou d'ours et portent des sortes de gants fabriqués avec des griffes d'ours ou de loup pour déchirer leurs adversaires au corps à corps. Donc le sens littéraire de l'auteur, la sauvagerie de leurs ennemis, le fait qu'ils boivent le sang des morts pour effrayer leurs adversaires. Et entre nous, ça marche. Les Romains vont mettre 26 ans à mater la révolte des Guesnes. Et Pline rapportera lui-même l'épidémie de désertion qui frappe la Légion, tellement les légionnaires sont effrayés par ces guerriers Guesnes. Donc, la rumeur, le sens littéraire de l'auteur, les superstitions, tout ça, suffiront à faire ce que le Sénat de Rome aille jusqu'à promulguer l'interdiction formelle à tout Romain de s'accoupler avec une femelle, je cite, pas une femme, mais une femelle, versipellis. Plus tard, la rencontre des chrétiens avec les berserkers vikings a tenu au comportement assez similaire aux Guesnes, ancreront l'idée d'une race à part entière que l'on nommera donc les versipelles, versi donc le verso de la peau, littéralement. Alors il est certain que le mythe existait bien avant, que Pline le rapporte, mais ce genre d'histoire suffit à expliquer que selon une enquête menée en Île-de-France par l'abbé Ferrat au XIXe siècle, c'est un curé qui fait une enquête sur les superstitions dans son diocèse, 84% de ces ouailles croient encore à l'existence des lycans au XIXe siècle. L'expression loup-garou, d'ailleurs, n'apparaît en France que tard, dans une chanson anonyme qui s'appelle Mainit ou Ménit, au XIIe siècle. Quant au terme lycanthrope, basé sur l'histoire du roi Lycaon, mythe grec, changé en loup par Zeus, ce n'est en réalité qu'une construction tardive de la Renaissance pour décrire les symptômes de cette maladie. On y reviendra.
Petite pause musicale, on va s'écouter, Radio Occitanie oblige, un chant en occitan, c'est un classique, Aïbit le loup, le reinal la lèvre, j'ai vu le loup, le renard la lèvre, le lièvre, qui est chanté par beaucoup de groupes, mais pas toujours très inspiré de mon point de vue. J'aime bien cette vieille version de Moonjoy dans les années 70. Voilà, Aïbit le loup, le reinal la lèvre, j'ai vu le loup et le renard danser, une chanson un peu païenne. D'un loup et d'un renard et d'un lièvre qui dansent autour d'un arbre, peut-être druidique pour certains, païens en tout cas. Che so, perché leggi non me salo, hai visto l'olore nella neve, così fottendo vecchio, hai visto la neve, l'olore nell'olore, hai visto l'olore nella neve, hai visto l'olore nel danza, tutti i tuoi giornatori dell'aure, hai visto l'olore nella neve, tutti i tuoi giornatori dell'aure, tuoi giornatori dove sono. Allez, deuxième partie que j'ai intitulée « Les voyages forment la jeunesse ». Quelle que soit la tradition locale, la base commune décrit un homme, toujours un homme, qui, à la nuit tombée, se transforme en loup, totalement ou partiellement, assoiffé de sang et ne se contrôle plus. L'origine du mal provient le plus souvent d'une malédiction, d'une manière générale, c'est la punition pour s'être laissé aller aux plus bas instincts que réprouvent les dieux. Comprenez la morale, toute époque confondue. Là aussi, on peut faire le lien avec la femme ailée qui est maudite par les dieux, elle aussi. Alors, s'y retrouve pêle-mêle le cannibalisme, la bâtardise, la colère incontrôlée, la vie un peu trop nocturne et les plaisirs coupables qui vont avec. Mais aussi plus tard, sous l'influence chrétienne, la pédophilie et le viol. Alors, petite parenthèse pour nos amis croyants. À l'époque, ce que condamne l'inquisiteur Diono de Ligure dans son traité sur les loups-garous, c'est le viol excessif. Entre guillemets, je cite Diono de Ligure, vas-y, vomi, qui condamne le viol excessif. Un petit peu de viol, ça va. Contrairement aux vampires ou aux sorcières, on associe rarement aux loups-garous ou aux lycanthropes l'idée de la magie noire ou la magie tout court. Pour toujours citer ce cher taré de Diono de Ligure, au XVe siècle, le lupus diabolicum maleficat, donc littéralement le loup diabolique maudit, puni par Dieu, il l'est autant que pouvaient l'être les Romains par Jupiter ou les Alsaciens ou les loups-garous alsaciens par le dieu Sixir. C'est-à-dire qu'on peut aussi devenir lycanthrope par transmission et morsure ou par naissance, ce qui est plus rare, mais enfin quand même. Les dieux, ils sont quand même moins présents. Alors qu'ils changent de peau à volonté ou non, le loup-garou y a forcément droit les nuits de pleine lune. Ça, c'est sûr que les nuits de pleine lune, il y a des loups-garous permanents, d'autres qui sont plus occasionnels, mais tout le monde, les nuits de pleine lune, y a droit. Pour tuer un loup-garou, alors chacun sa technique selon les pays, les cultures et les mythes. On retrouve très souvent quand même l'idée de l'argent et de brûler sa peau de loup si on la trouve. Quant au procès en la matière, ils sont légion.
Et nos amis à poil arrivent en 5e position des bûchers. Je vous donne d'ailleurs le podium pour ceux que ça intéresse. Numéro 1, les cathares. Numéro 2, les sorcières. Numéro 3, les alchimistes. Et numéro 4, les Dulciniens. Si vous voulez savoir ce que ce sont les Dulciniens, je vous conseille l'excellent roman Le nom de la rose de Umberto Eco ou le film qui était adapté. Alors les variantes révèlent toutefois des tropismes culturels intéressants. La liste présentée est bien sûr non exhaustive, mais je vous ai fait ma petite sélection des mythes, des représentations du loup-garou que j'aime bien, que je trouve rigolo. On m'excusera d'entrée de jeu, commencez pas à gueuler là les trolls. Pour ce qui est de la prononciation, je vais faire ce que je peux. Vous imaginez bien que je maîtrise pas beaucoup le russe et le néerlandais et le slovène. Donc on y va. Alors, le werewolf néerlandais est maudit par les dieux pour avoir craint de prendre la mer et avoir manqué de courage sur le champ de bataille. Donc on sent bien l'influence des vikings. Le drac occitan, bien connu des auditeurs de Radio Occitanie, donc, est le fils d'une humaine et du diable. Il ne peut s'éloigner de son foyer et sa malédiction s'éteindra le jour de la naissance de son propre enfant s'il s'est marié et a su rester près de sa femme. Donc là, ce qui est condamné, c'est vraiment ce qu'on appelle en occitan l'ourabalaïr, c'est-à-dire le côté vagabond qui va à droite à gauche. Un peu sur la même idée, le Vourdalak russe, lui, est condamné à fuir les siens et à voyager constamment s'il veut se débarrasser de son mal. Le Volkodiak de Slovénie, littéralement le peuple du poil, ami Mita le bonjour, a la particularité de n'attaquer que les nouveau-nés, soit bâtards, soit issus d'au moins un parent non slave. On ne s'étonnera pas de voir les nationalistes slovènes actuels en revendiquer la figure. Ah, j'aime beaucoup le vulver écossais. Alors le vulver écossais, c'est un goth. Voilà, c'est un gothique. Je pense que si le Volkodiak est métalleux, le vulver est un gothique. Jugez plutôt. Il devient loup en tombant amoureux de la lune et il vit seul au bord d'une falaise où il aime pêcher la nuit pour toucher les reflets de l'astre dans l'eau avec sa ligne. Et il n'est dangereux que si on vient l'enquiquiner. Donc voilà, c'est une espèce de solitaire poétique au bord de l'eau comme ça. Le culmute de Bulgarie est un de mes préférés. Alors lui, il est extraordinaire. Le culmute bulgare, il est merveilleux. Alors si ses congénères sont plutôt classe quand même, lui c'est vraiment la loose. Alors lui au niveau de la malédiction, on le croirait sorti d'un épisode de South Park. C'est l'espèce de malédiction low cost. Il est transformé en loup pour s'être pissé dessus pendant la messe, donc ça commence bien, et ne peut plus se nourrir que d'excréments. En plus de vouloir buter tout ce qui bouge, il souffre d'une éternelle envie de pisser. Voilà. S'il ne parvient pas à réfréner à nouveau ses instincts pendant la journée, il sera changé, attention, roulement de tambour, en truite. Il sera changé en truite. Paye ta malédiction de merde. Lui, au jeu des malédictions, il est arrivé vraiment à la bourre. Afin d'aborder maintenant dans une troisième partie l'aspect plus chamanique de la lycanthropie, nous allons écouter le groupe Vardruna. Vardruna qui nous chante donc des chants d'inspiration viking. En l'occurrence, celui-ci s'appelle Vindavla et parle du principe du souffle dans le chamanisme.
viljan min och sången välgörande vind. Hugen väljar hugen min, tråden tvinna tråden vind. Under måne över hög, under galge talar död. Vittög för vittög ser, dulram vartög under hängman. Kallra vaken döman, hamram forög över land. Fore som en kantvinna, rångsols rångfrot ser ögare gal. Villög vinnegal, hög var och ögar vind, av vi har haft och tvinna. Hög var och ögar vind, av vi har haft och tvinna. Spinn, spinn, viljan vinna sången, välgörande vind. Hugen väljar hugen vind, tråden tvinna tråden vind. Under måne över hög, under galge talar död. Vittög fer, vittög ser, dulram vartög under hängman. Kallra vaken döman, hamram forög över land. Fore som en kan, tvinna rangsols rangfrod. Ser ägare gal, villög vinnegal. Hög var och ögar vind, av vi har haft och tvinna. Hög var och ögar vind, av vi har haft och tvinna. Till dig som söker, till dig som tränger. Och vi rinn mot nord och ner. Och vi svinn mot nord och ner. Ber dere vanna, sänder dere släv. Till dig som väljer, till dig som vill. Kvä till sångens ängdök, kvä till sångens släppdök. Dvärgemål skiljar, skuggar visar väg. Troisième partie que j'ai appelée Sex, Drugs and Vikings, parce que voilà, j'aimais bien. Le chamanisme, toute tendance confondue, a sa propre version du change-forme. Et s'il y a bien un principe religieux qui va récupérer l'idée du lycanthrope et du change-forme en général, c'est tous les phénomènes chamaniques. Cette fois, le sorcier n'est pas maudit du tout, bien au contraire. Les esprits, appelez ça comme vous voudrez, lui font cadeau de ce pouvoir afin qu'il expérimente la réalité plus avant, la réalité d'un point de vue animal. Les vikings, en particulier les chamans vikings, parlent du hugre. Alors H-U-G-R-E, désolé pour la prononciation, hugre, je crois. Donc cette part de l'âme, capable de voyager astralement, puis si le chaman est assez doué, de s'incarner dans un nouveau corps. Alors pourquoi le loup plus qu'un autre animal ? Parce que les Vikings avaient déjà fait de nombreuses observations naturalistes sur le Canis lupus. Et ils avaient constaté qu'aucun autre animal, à leur connaissance, n'avait développé à ce point-là une structure sociale, allant jusqu'à noter qu'il y avait des métiers, entre guillemets, différents dans les meutes. Je vous encourage, quand le confinement sera terminé, à aller visiter le parc des loups du Gévaudan, où on vous expliquera tout ça. Vous avez des guetteurs, vous avez des chasseurs, vous avez des gardiens, vous avez des nounous finalement, vous avez le mâle alpha. Il y a des métiers différents dans les meutes. Donc voilà pourquoi le lien avec l'humain était peut-être plus facile pour les Vikings. S'ajoutait là-dessus la légende de Fenrir, qui est donc le loup géant, fils de Loki et d'une géante, qui ne se libérerait que pour le Ragnarok. Le Ragnarok, c'est l'apocalypse viking. Et donc s'incarner en loup ou dans un loup déjà existant, selon la puissance du chaman, du seidr chez les Vikings. Le chaman viking s'appelle le seidr.
permettait d'avoir des prédictions sur ce qui vous attendait lors de la fin du monde, du Ragnarok. Coïncidence ou pas, à vous de voir, on pensera à Éric le Rouge, mais l'autre civilisation qui valorise le plus la lycanthropie, en termes chamaniques, c'est celle des Amérindiens. Donc les Maïkob, M-A-I-C-O-B, donc ça c'est chez les Indiens Navarro, par exemple, s'arracher la gueule à grands coups de psychotropes divers et variés, alcool, péyocle, etc. Et hop, l'esprit du loup les habitait et ils se transformaient. Les Taha-Yevgeke, littéralement peau qui marche, qu'on trouve chez les Sioux et chez les Cheyennes, portent une peau de loup pour disons, préparer une cérémonie chamanique dans laquelle ils rentrent en transe et deviennent alors des loups. Dans leur croyance, ils peuvent guider leur tribu pour la chasse, trouver de loups, toutes ces choses pour lesquelles on considère que le loup est plus doué que l'humain. Le Kissimmee Apache, donc Kissimmee Apache, chez les Apaches, les Apaches, eux, sont plutôt dans le sud des États-Unis, se change en loup afin d'augmenter sa virilité et sa fertilité. Rien d'agressif là-dedans, donc, car il est clairement dit que le Kissimmee-Pehi, traduction littéralement le pouvoir du loup, n'est efficace que si la femme est consentante et, dans nos gueules, les mâles occidentaux, si elle a pris du plaisir à l'acte. C'est-à-dire que les Apaches valorisent l'orgasme féminin bien avant les Blancs là-dessus. Là encore, si des légendes parlent de chamans capables de se changer en d'autres bêtes, le loup reste le plus fréquent. L'anthropologue y verra deux raisons principales. Donc, primo, comme on l'a dit, pour ces peuples, le loup était généralement ce qu'ils avaient de plus développé socialement sous le nez, mais aussi ce qu'ils avaient de plus dangereux après eux-mêmes dans la nature, avant l'arrivée des Blancs, bien évidemment, pour les Amérindiens. Et donc, par comparaison de la dangerosité et des comportements sociaux du loup, comme observé par les Vikings, il y avait une association d'idées. C'est pour ces mêmes raisons que les chamans camerounais, eux, étaient capables, selon leurs croyances, de se changer en gorille. Parce que là encore, on fait avec ce qu'on a sous le nez d'immédiat. Dans ces formes de spiritualité chamanique, souvent animiste, le lien primal avec la part animale est aussi, et c'est le deuxième point, vécu comme une chose non seulement naturelle, mais surtout bénéfique. C'est une bénédiction, pas une malédiction. Et la totémisation en est la meilleure preuve, c'est-à-dire que chacun a un esprit qui veille sur lui et qui l'accompagne. Donc il y a ce rapport à l'animal, non seulement n'est pas négatif, mais au contraire est valorisé, encouragé, puisque contrairement aux cultures judéo-chrétiennes, le chamanisme part de l'idée que l'esprit, disons, humain et l'esprit animal font partie d'un même tout, alors que dans les mythes judéo-chrétiens, il y a quand même cette idée-là que l'humain est supérieur au reste du règne animal, végétal, etc., puisque Dieu en a fait cadeau à l'homme. Quatrième partie, on va revenir sur des choses un peu plus occitanes, que j'ai appelé loubatier Gother than you, plus goth que toi-même, parce que le cas particulier du loubatier occitan, écrit souvent louvatier d'ailleurs, à la française, ou loubatier avec un B, vaut la peine qu'on s'y arrête. Si quelques cas sont avérés ailleurs, la pratique du loubatier est pour l'essentiel attestée dans la zone centre et nord-occitane, dès le bas Moyen-Âge. Alors de quoi on parle ? Il s'agit d'hommes, quelquefois accompagnés de leur famille, mais solitaires pour la plupart, qui vécurent bel et bien parmi les loups. Attention, il ne s'agit pas d'enfants sauvages élevés par les canidés, mais bien de meneurs de loups, entre guillemets, d'hommes ayant réussi à se faire accepter par l'animal et évoluant au sein d'une meute constituée. Alors, contrairement à ce qu'ils affirmaient pour être craints, respectés et rémunérés, les loubatiers ne commandent pas ces loups. Ils sont acceptés, disons tolérés, comme une défense contre le prédateur humain. Alors là, il faut expliquer un peu. La peur endémique de l'humain est ancrée chez ces bêtes. Et elle voit dans le fait d'en avoir un avec eux une forme de protection. Dans l'idée, le jour où les humains nous attaqueront, on aura un humain avec nous pour combattre ces fameux humains. Ou peut-être qu'ils ne nous attaqueront pas parce qu'on a un humain. Voilà d'ailleurs pourquoi les loups, ce sont plus qu'aucune autre espèce, retrouvés à élever des enfants, trouver des bébés, parfois même des oursons d'ailleurs, parce que l'ours était là aussi leur autre seul prédateur naturel.
Ils élevaient des oursons et des bébés humains, non pas parce qu'ils étaient gentils, mais dans l'idée de pouvoir se défendre contre les hommes et les ours par la suite. Donc, à l'inverse, le loup bâtier, lui, aimait laisser croire à ses concitoyens qu'il était sorcier ou quelque chose du genre, et qu'il fallait le craindre à minima, voire même, le plus souvent, le payer pour qu'il garde les loups au calme. On dit d'eux que ce sont d'anciens loups-garous, donc Oudrax, en occitan, comme on a pu le voir précédemment, qui, grâce à un sortilège, échappent à la malédiction du drac, du loup-garou. Les loups bâtiers vont disparaître avec l'arrivée de l'Inquisition, bien évidemment, peu amène avec ce genre de profession, sauf en Rouergue et en Auvergne, et un peu en Lozère, où on retrouvera des loups bâtiers professionnels rémunérés par les seigneurs jusqu'au milieu du XVIIe siècle, quand Louis XIV les fait interdire définitivement. Les massacres de la bête du Gévaudan, d'ailleurs, un siècle plus tard, seront beaucoup attribués à leur disparition par les populations locales, qui disent c'est parce que voilà, il n'y a plus de loup bâtier qu'on a une telle créature qui s'en prend aux humains, voire même que la bête du Gévaudan, la bestie des Gabaudan, était un loup bâtier. On aura l'occasion d'en reparler puisque je vous ferai une séquence autour du mythe de la bête du Gévaudan. L'idée de se dire que c'était un loup bâtier, peut-être pas si bête que ça, on y reviendra. Cinquième et dernière partie, avant de conclure, que j'ai appelée poil et camisole. On va s'intéresser un peu à la maladie réelle de la lycanthropie, puisqu'il existe une maladie mentale qu'on appelle la lycanthropie. Donc, bien des phénomènes tout à fait réels expliquent et entretiennent le mythe du lycanthrope. Il n'y a pas besoin forcément de chercher dans les maladies mentales, mais par exemple, les cas des enfants sauvages, on pense à Victor, l'enfant trouvé, ou même Mowgli, ou tout ce que vous voudrez, qui sont bien réels, qui ont bien existé. On renvoyait cette image du loup-garou, du lycanthrope. Il y a la maladie de l'hypertrichose, typiquement, qui provoque une énorme pilosité qui peut laisser penser à des choses comme ça. Et on a même un cas au moins attesté en Russie où il y a eu un combo des deux. C'est-à-dire un enfant abandonné parce qu'atteint d'hypertrichose, la famille avait dû paniquer, qui l'ont posé en forêt et les loups l'ont récupéré après. En tête de liste des phénomènes naturels qui peuvent expliquer la peur de la lycanthropie, etc., vous avez une maladie toute simple qui est la rage. Alors, répandue partout, transmise par la morsure d'un animal, les symptômes qui en découlent nourrissent l'imaginaire médiéval, car on les retrouve tous dans la description d'une possession par le démon, à moins que ce ne soit l'inverse. Donc, les phénomènes de la rage, c'est un prurite intense, une démangeaison intense, une agitation violente, des convulsions, des hallucinations, une agressivité extrême, la production massive de larmes et de bave, le tout s'achevant généralement par une hydrophobie carabinée. Hydrophobie, la peur de l'eau. Donc, imaginez le premier réflexe du vulgus pecum en ces circonstances, quand il pense qu'il y a un truc qui est possédé par le démon, c'est de lui balancer de l'eau bénite. Voilà, vu qu'il y a de l'hydrophobie en face, on imagine le sort qui leur était réservé. Ces malades étaient pris pour des démons possédés, des lycanthropes, des loups-garous. Ils échappaient en réalité au bûcher la plupart du temps, ce qui explique qu'ils ne sont pas si bien classés que ça dans le palmarès des gens brûlés par l'Inquisition, parce que la mort chez un malade de la rage survient entre 2 et 10 jours généralement, ce qui ne laisse pas le temps pour l'Inquisition de faire les interrogatoires, la torture, le procès, l'exécution. Plus fréquente qu'on ne le pense et bien actuelle pour le coup, par contre, la lycanthropie clinique. Alors, la plupart des cas sont des maladies mentales liées au mysticisme ou au délire mentaux classiques. Je me prends pour un vampire, je pense que Dieu me parle, je crois que je suis un grand écrivain, etc. etc. Mais il y a quelques cas qu'on appelle lycanthropie régressive qui sont plus intéressants et qui relèvent de la neurologie. Donc, à la suite d'un choc traumatique, généralement, physique et ou psychique, ça peut être un accident de voiture ou quoi, en sus de la classique amnésie passagère, certains patients développent parfois, c'est rare mais quand même, c'est pas très rare, une forme de régression animale et en viennent à se comporter comme de gros canidés. Ils grognent, ils refusent les vêtements, ils tentent de mordre, et lorsqu'ils le font, ils visent la jugulaire, ils attaquent, ce genre de choses. Et alors, plus étonnant encore, des patients ont été regroupés, des patients atteints de cette maladie de lycanthropie régressive ont été regroupés entre eux, et ils ont immédiatement développé un comportement de meute.
avec dominant, dominé, souffre-douleur, territorialisation, etc., etc. La plupart du temps, les malades reviennent vers leur humanité en quelques jours, mais il est arrivé quand même que certains restent dans cet état toute leur vie. Dans des époques plus brutales, à tous les niveaux, on peut sans peine imaginer que les traumas du genre, la guerre, les attaques, etc., devaient être assez fréquents. Allez, la petite histoire qui va bien en guise de conclusion. Avec une urbanisation galopante, on ne s'étonnera pas de voir le mythe de l'homme revenant à l'état sauvage faire florès dans la littérature, le cinéma, les comics, etc. etc. Bref, toutes les formes de mythification moderne. Esthétiquement et symboliquement parlant, il est amusant, et je pourrais gloser longuement à ce sujet, de voir comment, dans les médias en général, surtout dans les médias de la culture geek aujourd'hui, le vampire, lui, représente le côté gothique musical, solitaire, androgyne, raffiné, tandis que le loup-garou, lui, tire plutôt du côté du métalleux, le poil, la meute, la brutalité, etc. Le meilleur exemple en est la saga Underworld, les films de la saga Underworld, où donc les vampires ont tous le look de gothique dans des châteaux victoriens avec de la dentelle, et les loups-garous, eux, ont tous le look de métalleux avec la barbe bien noire, du cuir, des cheveux longs. Mais il n'est pas rare que les traditions locales les confondent une seule et même créature. Je pense au drac angoro-occitan, qui fait pas la distinction entre le loup-garou et le vampire. Merci à tous de m'avoir écouté. On se quitte donc avec un groupe de rock mongol qui nous chante une chanson qui s'intitule Wolf Totem. Donc là, totalement aussi dans cette idée de la totemisation du loup. Merci à toutes et merci beaucoup à tous. Bon confinement, restez chez vous et à bientôt.